Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. D'abord, une chronologie incompatible. C'est vrai que, on le sait, les enquêtes, des historiens le prouvent, que des jeux très similaires circulaient dès les années 1900, notamment celui qu'on appelle la Landlord's Game d'Elizabeth Magie. Or, Darrow n'apparaît qu'en 33-34, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Ça rend donc impossible l'idée d'une invention totalement ex nihilo. Deuxièmement, le style du jeu. Les cases, les mécanismes, l'idée même de faire tourner les joueurs autour d'un plateau, d'acheter des rues, de payer des loyers, eh bien tout ça est déjà présent dans le fameux jeu de magie, breveté en 1904. Troisièmement, les noms d'Atlantic City. Pourquoi Darrow aurait-il choisi spontanément ces rues ? Parce que, comme le révélera les enquêtes même plus tard, eh bien, il reprend en réalité une version déjà existante du jeu qui circulait depuis longtemps parmi des communautés d'enseignants, de quakers ou de réformateurs sociaux. Quatrièmement, les doutes internes. Les historiens montrent que Parker Brothers, avant de lancer Monopoly, eh bien, se mettent à acheter d'anciens brevets pour des jeux qui sont des jeux similaires. C'est ce qu'on appelle une attitude défensive révélatrice. Cinquièmement, et surtout, point le plus important, une omission flagrante. La légende Parker Brothers ne cite jamais, mais alors absolument jamais, le nom d'Elizabeth Magie. Pourtant, elle est l'auteur du premier brevet du jeu et dont les mécaniques sont au cœur même de ce qui va devenir Monopoly. Un effacement donc volontaire, systématique et prolongé. Enfin, les enquêtes introduisent immédiatement après le récit officiel un personnage capital. Il s'agit de Ralph Anspach, qui découvre le mensonge presque par hasard en jouant à Monopoly avec ses enfants au début des années 1970. C'est son enquête à lui qui va mettre au jour les incohérences de la version Darrow et qui va révéler pièce par pièce les origines véritables du jeu. Donc, si vous voulez, en mini-conclusion de cette première partie, donc ce qu'on croyait savoir sur Monopoly est un mythe soigneusement construit, répété pendant des décennies et enraciné au point de masquer complètement son origine réelle. Et la suite va consister à démonter carrément ce récit et à remonter, pour nous, jusqu'à l'inventrice, si vous voulez, oubliée, Elizabeth Magie, une femme progressiste du début du XXe siècle, dont le jeu visait à dénoncer précisément en fait ce que Monopoly glorifie aujourd'hui. Avant Charles Darrow, avant Parker Brothers, avant Atlantic City, il y a donc une femme. Une femme dont le nom a disparu pendant près d'un siècle. Une femme qui n'a jamais été citée par les éditeurs du jeu, jamais mentionnée dans les notices, jamais créditée dans les boîtes. J'insiste parce que c'est quand même important, il faut lui rendre hommage. Cette femme, c'est donc Elizabeth Magie. Tout le monde la connaît sous le diminutif à l'époque de Lizzie. Et une femme très en avance sur son temps. Alors, ce qui veut rien dire, ça, cette phrase, en général, je l'ai écrite, mais ça veut strictement rien dire. On est en avance sur son temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais bon, elle est en avance parce qu'effectivement, elle a, sur ce jeu-là, en tout cas, une vision qui est intéressante. On est au tout début du XXe siècle. Lizzie est sténographe à Washington DC. Elle vit seule, elle possède sa maison, ce qui est assez rare déjà. Elle mène une vie intellectuelle intense, elle écrit, elle invente, elle milite, elle enseigne les théories économiques du moment. Son père est un proche d'Abraham Lincoln, un journaliste engagé, et il lui a transmis très tôt une prise de conscience politique. La société américaine se divise entre ceux qui possèdent la terre, les usines et les ressources, et ceux qui n'ont rien, bien évidemment. Lizzie appartient donc à cette génération de femmes qui refusent qu'on leur dise ce qu'elles doivent penser. Elle revendique son indépendance. Elle s'engage dans les mouvements progressistes. Elle fréquente les cercles réformateurs. Elle défend publiquement un économiste alors très influent, Henry George. Et Henry George, c'est l'homme qui inspire justement le jeu. Pour comprendre The Landlord's Game, il faut comprendre Henry George. Il défend une idée simple mais révolutionnaire pour l'époque. Premièrement, chacun doit garder la valeur qu'il crée par son travail. Et deuxièmement, la terre, ressource naturelle, héritée, limitée, ne doit appartenir à personne. Ceux qui en jouissent doivent payer un impôt unique, ce qu'on appelle le single tax, pour éviter les monopoles financiers.
Ce mouvement est très puissant à la fin du 19e siècle. Il s'attaque aux trusts qui accaparent les ressources, qui ruinent les petits propriétaires et qui créent une génération de travailleurs précaires en fait. Lizzie est une georgiste convaincue, si vous voulez. Elle enseigne le single tax le soir, elle milite le jour, elle écrit des articles, elle donne des conférences. Mais elle voit le problème. Les idées économiques sont arides, abstraites pour pas dire pénibles, difficiles à transmettre au grand public. Il lui faut un outil pédagogique, un instrument ludique, un support clair, et c'est là qu'elle invente ce qui va devenir plus tard Monopoly. The Landlord's Game est le vrai ancêtre de Monopoly. Entre 1902 et 1903, Lizzie donc conçoit un jeu de plateau. Elle en redessine les cases, les règles, les cartes encore et encore. Elle dessine, elle redessine, elle fait, elle refait. Son objectif, encore une fois, montrer comment fonctionne un système foncier injuste en laissant les joueurs le vivre eux-mêmes. En 1904, son travail aboutit. Elle dépose un brevet pour un jeu donc appelé The Landlord's Game. Ce que montrent les historiens est saisissant. Le plateau ressemble déjà au futur Monopoly. On y trouve un circuit fermé où on tourne en boucle, vous me direz ça c'est pas nouveau, des cases à acheter, ça c'est nouveau, des loyers à payer, un passage qui fait gagner de l'argent pour symboliser le salaire, un espace jail, go to jail, également des propriétés, des services publics, des chemins de fer et une case qui préfigure free parking, vous savez le parc gratuit. Bref, la structure fondamentale du jeu est déjà là, plus de 30 ans avant Charles Darrow. Mais la mécanique n'est pas seulement ludique, elle est aussi politique. Lizzie crée en fait deux jeux en un seul. Une version monopoliste, on va dire, où on affame les autres joueurs en accumulant la terre, et une version anti-monopoliste où la richesse commune augmente. L'objectif est justement pédagogique, faire ressentir aux joueurs l'injustice du système foncier américain pour qu'ils adoptent les idées d'Henry George. Dans les premières années, le jeu circule au sein des communautés progressistes, mais un lieu va jouer un rôle déterminant dans sa propagation. Arden. Arden, c'est une communauté expérimentale fondée sur les principes justement du single tax. C'est le premier laboratoire, si vous voulez. Une utopie géorgiste, un village progressiste, artistique, libertaire, situé dans les bois du Delaware. Et c'est là que The Landlord's Game est adopté, adapté, bricolé et enrichi. Les habitants d'Arden fabriquent leur propre plateau à la main, en bois, en tissu, en carton, parfois même peint, parfois gravé. Ils changent les noms, ajoutent des rues, inventent des variantes, mais la structure, celle de Lizzie, demeure. Alors on y joue en famille, entre voisins, entre militants. Des intellectuels vont y participer, comme Upton Sinclair ou Scott Nearing. Certains emportent le jeu dans leurs universités, leurs cercles, leurs conférences. Et c'est à Arden que le jeu commence à être appelé déjà The Monopoly Game. Non pas pour le glorifier, mais justement pour dénoncer la brutalité du système. Le mot devient un raccourci, on joue au jeu des monopoles. Le plus ironique de l'histoire, dans cette version, la version de Lizzie encore une fois, Monopoly désigne le problème, pas l'objectif. Et c'est une invention qui se diffuse, et un nom qui va s'effacer. Au fil des années 1910-1920, le jeu circule de main en main, il change de forme, il change de nom, il se transforme même selon les régions, chaque communauté y ajoute sa touche locale, les rues de New York, les rues de Philadelphie, les rues d'Atlantic City, des règles modifiées, des couleurs variées. Le jeu devient un véritable phénomène oral diffusé par imitation. Et comme souvent dans l'histoire des jeux, le nom de l'inventeur s'efface peu à peu.